Развитие, Perspektive, Exchange, Territory, Participation, Entwicklung, Conseil de développement. Radio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous recevons aujourd'hui Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Philippe Audic est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, je le rappelle, est le président du Conseil de développement. Alors Arnaud Leclerc, vous appartenez à cette jeune génération des universitaires, celle qui sort des facultés pour aller respirer un petit peu l'air du débat extérieur. Alors vous le faites assez largement dans les médias locaux, notamment sur cette antenne à Radio Nantes, mais pas que. On vous a vu beaucoup sur Télé Nantes au moment des municipales. Et je dirais pour les amateurs du genre, vous êtes un peu le Pascal Perrineau local, ou le Duhamel dans sa version plutôt Olivier que Alain peut-être, compte tenu de l'appellation universitaire. En tout cas, j'essaie de vexer personne à l'université de Nantes en disant ça, puisque votre collègue Goulven Boudic officie lui aussi avec talent dans les mêmes médias, comme ça personne ne sera fâché. Vous travaillez beaucoup sur la question européenne, je crois même que vous avez quelques rapports avec cette maison, Radio Nantes ici, mais aujourd'hui nous allons nous cantonner à l'Hexagone. Alors c'est un paradoxe sur une radio européenne puisqu'on est à 15 jours des élections au Parlement européen, mais c'est un choix, je dirais, délibéré de décalage, et puis c'est l'actualité. Alors cet Hexagone, il tente plus ou moins difficilement de réformer son organisation territoriale. Alors c'est un débat qui est important aujourd'hui, puisque ça touche à la vie quotidienne des habitants, mais c'est un débat qui mobilise finalement assez peu en dehors de la sphère technico-politique, compte tenu de sa complexité. Alors encore que, parce que depuis qu'on évoque la question régionale et des histoires de découpe, cela suscite ici ou là, et plutôt ici notamment à Nantes, un certain nombre de réactions, et même parfois de réactions assez vives. Alors nous allons essayer avec vous, Arnaud Leclerc, de décrypter un peu quelques aspects de cette réforme territoriale. Alors, ma première question est plutôt de nature historique, plutôt générale. L'histoire de la France est l'histoire d'une centralisation, à laquelle a commencé sans doute bien avant la Révolution. Pourtant, cette centralisation va de pair avec un combat permanent pour les libertés locales et la reconnaissance de ce qu'on appelle les pouvoirs locaux. Mais depuis la seconde moitié du XXe, il y a un processus important de décentralisation qui a été engagé depuis la publication de Paris et le désert français, de Jean-François Gravier après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux lois de fer de 82. Il y a eu une autre France qui s'est petit à petit dessinée. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une espèce de portrait, de chronologie un peu de ce processus qui est quand même assez long et assez profond? Alors, bien volontiers, mais je vais réagir à votre propos introductif en amont. Si on part du principe que la France est aujourd'hui confrontée à des enjeux importants sur le terrain économique, les propositions qui nous sont faites d'attaquer finalement par la question de la réforme territoriale, on doit interroger ce lien. Est-ce que c'est ça qui va nous rendre d'une certaine manière plus performants économiquement? Est-ce que c'est ça la voie d'avenir? On va dire au cours de cette émission qu'il y a toute une série de problèmes assez lourds et qui sont là depuis longtemps, concernant la décentralisation et la réforme territoriale. Mais la capacité qu'on a à pouvoir faire des économies en faisant cette réforme-là est, à court terme, très faible. Ça aura un impact si on réussit cette réforme, c'est loin d'être acquis. Mais si cette réforme majeure annoncée se réalise, ça n'aura des impacts que dans des dizaines d'années. Donc, pour le dire clairement, déjà c'est présenté au public, je dirais, presque comme un outil de diversion par rapport à des réformes structurelles de nature économique. Et vous avez raison de souligner un point, cette espèce de polarisation sur le jeu de mécano interne français suscite un extraordinaire engouement chez des énarques dans les cabinets ministériels, également dans les médias qui se jettent là-dessus comme un os à ronger. Je ne suis pas sûr que près du public ça embraye, sauf effectivement sur des questions un peu identitaires autour de découpage des régions, et encore dans certains lieux particuliers comme la Loire-Atlantique, parce que on est au premier chef concerné. Mais on peut dire c'est quand même plutôt une manœuvre de diversion par rapport à des sujets beaucoup plus lourds de réforme du pays. Même si encore une fois c'est un vrai sujet qui produira des conséquences à long terme. Alors vous avez raison, je crois qu'il faut replacer ce sujet-là
dans la perspective historique. La France, c'est un pays singulier en Europe parce qu'on a une tradition centralisatrice beaucoup plus forte que partout ailleurs. Le pays s'est construit par le haut, ça a commencé dès la monarchie. On a voulu unifier au départ que les élites, mais en leur imposant le français, en leur imposant des mœurs à la cour, etc. À partir de la Révolution française, on a voulu normaliser le pays, j'allais dire globalement, parce que tout le monde était devenu citoyen, tout le monde participait. On a souvent eu en tête le modèle « je ne veux voir qu'une seule tête », si je puis dire, un seul type de citoyen. Les révolutionnaires ont beaucoup fantasmé là-dessus. Et pour organiser tout ça, on s'est doté d'une administration puissante, essentiellement à partir de Napoléon, dans un schéma extrêmement descendant. Le point de départ, c'est très clairement que l'impulsion doit être donnée au centre et qu'elle doit être relayée sur tout le territoire pour aller à l'autre bout. On n'a pas construit une administration territoriale, même de l'État, pour écouter les territoires, pour écouter les citoyens, pour les accompagner dans leurs projets. C'est l'inverse. On l'a fait pour normer d'en haut. Et donc il y a un point sur lequel je corrigerai par rapport à ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûr, je dirais même, je suis sûr du contraire, la tradition de centralisation française ne va pas avec la reconnaissance des pouvoirs locaux. Même s'il y a eu des lois qui ont reconnu le fait communal à la fin du XIXe siècle, il faut être très clair, y compris dans les pères fondateurs de la République, au moment de la Troisième République, il y avait une méfiance instinctive à l'égard des pouvoirs locaux et des maires, extrêmement puissante dans le système politique français. On considérait que ces gens n'étaient pas à niveau, n'avaient pas la compétence requise. On considérait aussi souvent que localement, il y avait beaucoup plus de corruption qu'ailleurs, ce qui est d'ailleurs très discutable, c'était toute une image. Mais ça, on peut dire, il y a plutôt une suspicion fondamentale à l'égard du pouvoir local qui a duré très longtemps dans notre système politique. Alors, les choses se sont renversées, pourquoi ? Et je pense qu'il faut dire deux choses là-dessus. Premièrement, ce modèle centralisé, il avait des vertus. Il a eu des vertus historiquement. Il ne faut jamais oublier qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, la France est un pays largement dévasté. Il va falloir le reconstruire. Pour le reconstruire, alors qu'on a un système politique qui ne marche pas, qu'on a des gouvernements qui sont défaits à tour de bras sous la 4e République parce qu'il y a une très grande instabilité, c'est l'administration qui va le faire. C'est l'administration centrale qui va prendre le pouvoir, et parce qu'on est une élite unifiée, polytechnicien, énarque, etc., qui prend le contrôle des choses et qui lance les grands programmes envers et contre tout. Ça marche tant que la société est peu formée, d'une certaine manière très obéissante, et dans les années 50-60, ce système-là marche. Je dirais jusqu'au général de Gaulle. À partir de ce moment-là, on sent des fissures d'un peu partout. La société est en train de bouger. Elle accepte moins les ordres d'en haut qui tombent du ciel. Elle est de plus en plus formée. Elle est de plus en plus mobile. Elle est de plus en plus informée. Et d'une certaine manière, après 68, c'est fini. Ce modèle-là, on s'en est pas rendu compte dans l'instant, mais ce modèle descendant est fini. Il faut inventer autre chose. Et d'ailleurs, dès la fin des années 60, ça a commencé même sous le général de Gaulle, et encore plus dans les années 70, on commence à prendre conscience que ça va plus, qu'il va falloir changer, et c'est le début de la réflexion sur la décentralisation. C'est le début du système, on ne peut plus tout piloter de Paris, le système est en train de s'asphyxier, et donc il va falloir trouver des relais locaux. C'est ce qui va enclencher, il y a le rapport Guichard de 74, etc., qui va dans ce sens-là, et c'est ce qui va, à l'occasion du passage de la gauche au gouvernement en 81-82, c'est ce qui va permettre les conditions politiques pour opérer ce grand changement, mais qui ont été préparés depuis longtemps. Hein. Beaucoup de gens sont favorables de tous bords, et donc on a ce grand changement qui arrive en 82-83, on reconnaît pour la première fois des pouvoirs locaux, ça veut dire quoi ? Il y a 3-4 grands principes dans la réforme de 82-83. Premièrement, on institue des autorités locales. Ces autorités locales vont pouvoir prendre des décisions sans accord préalable de l'État. Première chose très importante. Deuxièmement, ces autorités seront élues. Chose très nouvelle aussi. Alors, on connaissait l'élection du maire, et donc on a la mairie avec un conseil municipal, mais maintenant, on va avoir un département avec un conseil général, maintenant conseil départemental, élu. Jusqu'ici, c'était le préfet qui dirigeait le département. On aura une région avec un conseil régional élu également. Donc ça, c'est un des pas très importants. Et on essaye, du moins en 82-83, de donner des compétences par bloc. Donc on dit en gros, la commune, ce sont les services de proximité. La desserte locale, vous avez besoin d'un permis de construire, c'est à cet endroit-là, vous avez besoin de papier de base, ça, on va le chercher à la mairie. Le département, ce sera prioritairement toute l'action sociale. La région, ce sera prioritairement tout le développement économique. Voilà. On fait des grandes zones comme ça. Alors, on n'arrive pas à appliquer cette règle partout. Il faut le dire tout de suite. Il y a des domaines que tout le monde connaît, comme par exemple l'éducation, où on donne le primaire et les maternelles à la mairie, le collège au département, le lycée qu'on donnera plus tard à la région.
pour les bâtiments, et puis plus tard pour les personnels d'entretien, mais pas pour le cœur, c'est-à-dire pas pour l'enseignement. Donc on voit bien que cette règle, on n'a pas réussi à la suivre. Donc, il y a quand même un énorme changement, et ça donne une très grande respiration au pays, il faut être très clair. Ça donne la capacité sur des territoires à avoir des initiatives et à les accompagner, et de ce point de vue, la décentralisation a été aussi une grande réussite. Il y a des choses qui ont très bien marché dans la décentralisation. L'ennui, c'est que cette réforme de 82, elle a toute une série d'impensés. Il y a toute une série de choses qu'on n'a pas voulu regarder en face, qu'on a mis un peu sous le tapis. Et au fur et à mesure des années, ces problèmes, on les voit remonter à la surface. Donc les problèmes qu'on essaye de traiter aujourd'hui sont d'une certaine manière les impensés de 1982. Et il y en a toute une liste assez longue. Pour aller vite, on n'a pas fait le choix. C'est-à-dire qu'on a tout sanctifié. La mairie, le département, la région, et il existait déjà un début de mouvement intercommunal à travers ce qu'on appelait des syndicats intercommunaux, et on les a également conservés. Donc, pas de choix. Un millefeuille à plusieurs étages, et très complexe. On n'a pas résolu la question du financement correctement. On a très peu pensé la question du financement. Conséquence qu'on a aujourd'hui, le principal financeur des collectivités, c'est l'État. Donc les collectivités sont plus endettées, mais c'est parce que l'État s'endette et les refinance derrière. On leur a pas donné suffisamment de marge financière, notamment fiscale. La question de l'impôt. Si on est élu et qu'on mène une politique, on doit avoir de l'impôt pour mener sa politique. Au besoin, on est sanctionné si les électeurs jugent que vous faites payer trop d'impôts, que votre politique n'est pas cohérente. Or, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est encore un problème. Il y en a toute une série d'autres. On n'a pas su inventer une démocratie locale à la hauteur des enjeux. Ça, c'est un problème absolument majeur. Et quand on se compare à ce qui se passe dans la vie locale des États à côté de nous, on voit bien qu'il existe, sur toutes les grandes décisions municipales ou régionales, des grands débats où la société civile intervient, où la presse s'y intéresse. Or, nous n'avons pas ça en France. Nous avons, pardon de le dire, mais des petites monarchies d'élus, avec très peu de place donnée aux citoyens, aux acteurs de la société civile, et donc un peu un système qui fonctionne entre amis. Mais si je résume un peu grossièrement ce que vous venez de dire, en gros, la décentralisation a quand même complexifié le paysage territorial, finalement, et du point de vue du citoyen, c'est pas forcément plus clair, et la réforme qui est annoncée aujourd'hui, c'est juste un écran de fumée ? Juste un écran de fumée, c'est peut-être un peu brutal de le dire comme ça. Et puis, je dirais pas, ça a juste complexifié. Il y avait besoin, encore une fois, que l'initiative locale et qu'il y ait une vie locale, un accompagnement des projets localement. Tout ne pouvait pas se faire à Paris comme ça se faisait dans les années 50-60. Donc, ce pas-là a été accompli et c'est un grand pas nécessaire. Maintenant, ce qui va avec n'a pas été posé. On n'a pas réussi à inventer une démocratie locale à côté. On a dupliqué le système de la fonction publique d'État dans les territoires. C'est un choix qui était discutable et qui, à mon avis, pose aujourd'hui des problèmes. Il y a toute une série comme ça de choses qu'on n'a pas faites correctement. Les compétences ont été progressivement chevauchées. Tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. C'est une difficulté. Mais en même temps, ne l'oublions pas, c'est, entre guillemets, une nécessité. Car si les collectivités sont amenées à faire des choses pour lesquelles elles n'ont normalement pas compétence, c'est largement parce que l'État n'assume pas ses compétences. On peut prendre des exemples ici très simples. La compétence de l'enseignement supérieur, c'est l'État. Seulement l'État, il refuse, la plupart du temps, de financer à la hauteur de sa responsabilité cet enseignement. Donc il se retourne vers les collectivités en disant « j'exige que vous mettiez de l'argent. C'est pas votre compétence, mais j'exige que vous le fassiez quand même. » Et après, on se plaint du fait que tout le monde intervient dans tous les sujets et que ça pose des problèmes. Notamment, ça ralentit les dossiers, l'action publique est effectivement devenue très complexe et très lente et ça pose des séries de difficultés en termes de performance. Il y a un clivage politique sur cette question de décentralisation. Il y a des décentralisateurs de droite et des décentralisateurs de gauche. Non. Je ne dirais pas du tout ça comme ça pour plein de raisons. Alors, conjoncturellement, lorsqu'on a fait la décentralisation 82-83, je dirais on avait presque toute l'équipe politique qui nous le montrait. La gauche y était très favorable. Pourquoi ? Parce qu'elle était dans l'opposition depuis des décennies, que les seuls pouvoirs qu'elle avait, c'était les pouvoirs locaux. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur qui fait la décentralisation, était le maire de Marseille. La droite y était très contre parce que la gauche le proposait. Dès qu'en 1983, il y a un raz-de-marée électoral en faveur de la droite pour les municipales, elle devient très favorable à la décentralisation. Et ce phénomène-là de balancier, on va l'avoir tout au long du mouvement, et en réalité, c'est très simple, j'allais dire, chacun défend ses intérêts. Et c'est d'ailleurs un problème aujourd'hui parce qu'on peut dire clairement, il n'y a pas de vision de la décentralisation. À quoi ça sert ? Ni à droite, ni à gauche. Il n'y a pas de pensée structurée là-dessus. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, on l'a eu très récemment. Si on prend les positions prises par François Hollande et Jean-Marc Ayrault en début de mandat,
Et si on prend aujourd'hui les positions de François Hollande et Manuel Valls, 2 ans après, on peut presque inverser, signe à signe, tous les points. Hier, il fallait supprimer la clause de compétence, il fallait rétablir la clause de compétence parce que Nicolas Sarkozy l'avait supprimée. Maintenant, il faut la supprimer. Ainsi de suite. Hier, il fallait garder le département, maintenant il faut le supprimer. Hier, la réduction du nombre de régions était une hérésie quand c'était Nicolas Sarkozy qui la proposait, maintenant il faut le faire, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de pensée structurée dans les partis politiques de droite comme de gauche sur cette question-là, c'est un vrai problème. Il y a la perception qu'il y a une difficulté parce qu'on est allé trop loin et que c'est devenu trop complexe et que ça coûte trop cher, il y a cette perception globale et diffuse, et au-delà de ça, il y a de la tactique politique. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de pensée politique, après l'acte 1 de la décentralisation des lois de 82, il y a eu quand même une série d'autres. On a eu l'acte 2, est-ce qu'il y a eu un acte 3 ou pas, on peut en discuter. Il y a quand même eu une espèce de continuité. Enfin, il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu une pensée, mais il y a eu au moins un effort de pensée. Alors, non, je ne dirais pas ça. Mais par contre, je veux bien aller dans votre sens sur plusieurs points. On a lancé un grand bolide en 81-82, et ce bolide a eu une vie. Donc, il y a eu effectivement des étapes. La présentation que vous faites, que font beaucoup de journalistes, est de politique, suivant laquelle il y aurait eu un acte 2 en 81-82, un acte 2 aux alentours de Jean-Pierre Raffarin, Jacques Chirac, 2002-2003. Et puis aujourd'hui, nous serions dans la fabrication d'un acte 3. Moi, je récuse tout à fait cette vision tout à fait fausse. Si on regarde dans le détail, on verra qu'il y a des lois fortes qui touchent la décentralisation tous les 2 ans à peu près, tous les 2 à 3 ans. D'accord ? Donc chaque étape, tout le temps. Et en plus, ça n'est pas synchronisé. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas une histoire de la décentralisation dans son ensemble, il y a une histoire de la commune, il y a une histoire de l'intercommunalité, il y a une histoire du département et il y a une histoire de la région. Et on oublie là-dedans quelque chose qui est très important et qu'on laisse toujours de côté, qui est l'histoire de l'État. On oublie que réformer la décentralisation, l'administration territoriale, ça n'a de sens que si c'est articulé à ce que fait l'État de l'autre côté et à la réforme de l'État, de l'administration territoriale de l'État. Oui, moi c'était la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire qu'on voit bien au travers de votre exposé qui est très très clair que si l'État lui-même ne remet pas en cause son organisation territoriale, bon, sans doute on va faire bouger un petit peu les lignes, mais ça n'atteindra pas l'objectif qu'on prétend avoir, c'est-à-dire réformer l'organisation territoriale de la France en donnant plus de pouvoir aux autorités locales. Et donc, de ce point de vue-là, le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui ne dit rien ou très peu de choses sur la réforme de l'État lui-même. Alors ça, c'est certain, c'est un des impensés qui est évidemment problématique en l'État, mais on n'est pas certain qu'il n'y ait pas dans les tiroirs un début de réflexion mais un début de réforme sur ce plan. Simplement, je crois qu'il faut avoir en tête ici 2-3 choses. D'abord, l'administration de l'État est effectivement en cause depuis longtemps, mais enfin l'État a fait des efforts de rationalisation, et notamment en termes de poids de sa fonction publique, considérables ces dernières années, que n'ont pas fait les autres structures, c'est-à-dire ni du côté des collectivités locales, ni au passage du côté des coûts de la sécurité sociale, qui est aussi un autre champ très important, et nos déficits viennent aussi largement de cela. Donc ça, c'est un premier plan. Il y a quand même des efforts qui ont été considérables du côté de l'État, au moins du côté des personnels, qui n'ont pas été de l'autre côté. Donc je pense que ça, il faut le prendre en compte. La vraie question sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec vous, il y en a 2. C'est premièrement, finalement, quel est le niveau de service public qu'attendent les Français sur leur territoire ? Et après se pose la question, qui le fait ? Est-ce que c'est l'État ? Ou est-ce que c'est une ou des collectivités locales ? Donc on ne fait une réforme que par rapport à un objectif de ce type-là. Alors cette question-là, nous ne la posons pas. Je dirais que le débat a été mal introduit en France. Il est introduit de la pire des manières, qui est une vision très technocratique finalement, avec cette idée de réduire un peu à la hache le nombre de régions, par exemple, qui est une idée vieille comme le monde. Le rapport Attali il y a quelques années, le rapport Balladur encore il y a quelques années, sont tout à fait sur ce genre de ligne, mais ça n'a pas vraiment de sens. L'enjeu, c'est pas le nombre. L'enjeu, c'est pourquoi faire ? Au service de qui et pourquoi faire ? Voilà. Ça, c'est l'enjeu majeur qu'on doit se poser. Quel est le niveau de service public que les Français attendent ? Dans quel secteur ? Et ensuite, est-ce que c'est l'État qui le prend en charge ? Ou est-ce que ce sont des collectivités ? Ça sont les 2 questions clés. Après, on peut faire de l'ingénierie. On peut dire avec des départements, 150 ou pas du tout de départements, avec 22 régions ou avec 11. On peut faire de l'ingénierie, c'est pas très compliqué. Bien sûr, il y aura des problèmes, il y aura des résistances. Mais ce que je veux dire, ça n'est qu'une conséquence de la décision première. Pourquoi voulons-nous faire ça ? Oui.
En même temps, derrière la réforme de l'État, il y a aussi celle d'un certain nombre de ces outils. Je pense à des grandes entreprises publiques qui, elles, sont également organisées nationalement. On a pu constater quand même que les premières étapes de la décentralisation, et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, à savoir, c'est pas forcément où on dit on fait un acte 2 ou un acte 3 que les choses se passent. Si on prend le transport ferroviaire, par exemple, et la création des autorités régionales de ce point de vue-là, il y a quand même eu des avancées tout à fait intéressantes. Et en même temps, on voit bien aussi que ça se heurte à peut-être une organisation qui est celle du chemin de fer en France, et qui, finalement, limite quand même les dynamiques d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord et je rappelle que la décentralisation a été, d'un certain point de vue économique en particulier, une vraie réussite. On prenait l'exemple des transports, mais simplement, je crois qu'il faut regarder la logique d'ensemble pour comprendre ce qui s'est passé. On pourrait prendre aussi l'exemple des lycées, c'était sensiblement la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, l'État fait un diagnostic. Il a un parc de lycées gigantesque, il se rend compte qu'il est tout à fait délabré et il se dit qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir faire la rénovation. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie le bébé aux régions en disant « je vous donne la compétence, débrouillez-vous ». Ces organismes sont neufs, ne sont pas endettés, vont aller chercher l'argent, vont faire le travail et vont établir un parc de lycées qui est aujourd'hui le plus moderne en Europe. En quelques années. C'est une très grande réussite. Pour le transport ferroviaire, c'est la même chose. L'État n'arrivait plus à se dépatouiller de ce sujet-là, en particulier sur les TER. Il voyait bien que ça lui coûtait très cher, etc. Il a envoyé aux régions en disant « débrouillez-vous ». Et les régions ont fait le travail et l'ont réussi. Maintenant, ça a une limite, cet exercice-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et que vous avez réussi à mettre en place des TER, à les gérer, il y a un moment donné où si vous voulez aller plus loin, il faut des outils de coordination. Et effectivement, vous avez face à vous des grands opérateurs nationaux, souvent appuyés par l'État, qui peuvent complètement vous contrecarrer et décider de ne pas vous suivre. Et ça, c'est une vraie difficulté. Si on revient sur la période tout à fait récente, François Hollande avait fondé une partie de sa campagne électorale sur une nouvelle étape de la décentralisation, enfin un nouvel acte, là aussi, je ne sais pas si c'est 1, 2, 3 ou 4. Puis ce qui devait se faire d'abord en une loi, finalement a été scindé en 3 par le gouvernement Ayrault, et puis on a eu, fin 2013, une loi adoptée sur les métropoles. Vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est juste un ajustement technique, c'est pas grand-chose, ou c'est un nouvel acte de la décentralisation ? Alors, ça, je pense qu'il y a 3 éléments de réponse, à mon avis, dans votre question. La première, c'est le processus lui-même par lequel on est arrivé. On nous annonce une réforme de la décentralisation. Au démarrage, on nous dit, oulala, il y aura beaucoup de résistance. On va faire un texte très court qu'on va passer très vite. C'était l'option qu'avait choisie la ministre qui est en charge ça, Maryse Lebranchu. On va faire un texte très court et on va passer très vite pour pas que les résistances puissent trop s'exprimer. Et puis, à Matignon, à l'Élysée, on dit, ah oui, mais attention, Nicolas Sarkozy a tenté des réformes de manière très brutale, il faut prendre un autre style. On va faire de la concertation. On fait de la concertation. Moralité, on arrive à un texte énorme. Tellement énorme que les régions, les structures intercommunales s'affrontent dessus et le gouvernement décide en avril 2013 qu'on va scinder le texte en 3 morceaux. Un morceau sur la modernisation de l'action publique et les métropoles, un morceau pour les régions et un morceau sur la clarification de la compétence. Et puis là-dessus, arrive un changement de gouvernement avec un Premier ministre qui nous dit on va accélérer tout ça, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc on est au milieu du gué et au passage dans un gigantesque capharnaüm où plus personne ne se repère clairement, car on a beaucoup de mal à savoir quels sont les objectifs réels, à quelle vitesse on va le faire et par quel type d'outils. Franchement, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de communication derrière ça. Mais pour l'instant, on est très très loin d'une vraie réforme politique. Et la première loi qui est passée, que vous évoquiez, donc votée et adoptée, publiée à la fin janvier 2014, est en l'état une mini-loi. Il y a très peu de choses dedans. Alors, il y a une ou deux choses surprenantes, comme le Grand Paris. On institutionnalise le Grand Paris, ça, en France, c'est pas tout à fait rien. C'est pas tout à fait rien, quand même. C'est pas tout à fait rien, mais aucun des problèmes politiques qui est derrière n'est réglé. Donc, honnêtement, pour l'instant, c'est une création purement institutionnelle pour la faire vivre. C'est pas demain que ça va être en place et que ça va tourner correctement. Le fait métropolitain est effectivement renforcé, du moins pour les 11 plus grandes villes françaises.
Il y a Lyon et Marseille quand même, où il se passe des choses. Lyon et Marseille, où on crée un dispositif à part, je suis tout à fait d'accord, mais c'est loin d'être toute la France. Et honnêtement, quand on regarde le détail du texte, on propose des compétences supplémentaires, notamment dans le domaine du logement, avec des possibilités de récupérer l'aide au logement qui hier était au département, qui viendrait à la métropole. Mais c'est pas du tout une réorganisation d'ensemble. Ça renforce une dynamique qui existait. Au passage, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait proposé quelque chose de très voisin et que la gauche y était fermement opposée. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant de voir qu'en 2 ans, comment chacun change ses positions sur ce terrain. Est-ce que il en sortira quelque chose de fort ? On voit depuis quelques années se dessiner une chose très simple. Dans les grands ensembles urbains, les métropoles, appelons-les comme ça, elles peuvent avoir d'autres noms, communautés urbaines et autres, deviennent l'étage le plus important, non seulement pour réfléchir l'espace, réfléchir son dynamisme, le penser, et ensuite se doter des outils pour orienter. Voilà, ça c'est le phénomène majeur qu'on constate depuis maintenant pas mal d'années. Ça résout pas tout de la question territoriale française, ne serait-ce que parce qu'on oublie une chose, tout l'espace rural, qui lui ne va pas entrer dans le fait métropolitain, qui pour l'instant est complètement délaissé. Oui, mais justement, c'est vraiment une affirmation politique. Le fait de choisir des métropoles structurantes, comme on disait autrefois, quand on disait il n'y a pas de pensée politique, là finalement il y en a une, puisqu'on affirme quelque chose, notamment par rapport à d'autres territoires. Oui, sauf que, je dirais simplement, ça fait quelques années que c'est sur la voie. En réalité, ça fait bientôt une dizaine d'années que, toute tendance politique confondue, on voit le renforcement de la métropole et un discours qui consiste à dire, dans les zones urbaines, c'est la métropole qui doit devenir l'organe à la fois régulateur et de référence. Et effectivement, discours après discours, là, dans la loi, effectivement, on voit ce renforcement qui n'est pas aussi fort qu'on l'imagine, hein, dont on mesure pour l'instant assez mal l'implication à terme. Et en même temps, et les citoyens dans tout ça. C'est-à-dire que, effectivement, on voit bien que l'affirmation des métropoles, finalement, met en place un gouvernement local qui a quand même quelques moyens, si on regarde la situation sur Nantes. Et en même temps, les citoyens ne votent pas pour la métropole. Exactement. Et donc, la question qui vient derrière, c'est la question des communes. Les élus nous disent assez souvent on peut pas y toucher, les Français sont très attachés à leur commune. Est-ce que ce sont pas les élus qui sont attachés à leur commune plus que les citoyens ? Alors je vous rejoins totalement en disant, je pense que là aussi il faut faire un tout petit peu d'histoire, il faut se rappeler, nous avons 36 700 communes, c'est tout à fait fou. Je rappelle que les 15 plus grands États réunis de l'Union européenne ont tout juste 36 000 communes à 15, et nous tout seuls on en a 36 700, dont certaines sont totalement fantomatiques, beaucoup même, puisque plus de 80% d'entre elles sont microscopiques. Et donc la décentralisation a vendu aux Français une illusion. Vous avez élu un maire, mais dans le réel, ce maire a très peu de pouvoir. Réel, j'entends, parce que lorsqu'il doit délivrer un permis de construire, il n'est pas capable de faire l'instruction, ça suppose des choses techniques, que c'est l'État qui sous-traite en sous-main. Il faut monter un budget, c'est très technique, c'est l'État qui fait ça en sous-main, etc. Donc on a une vraie difficulté. La plupart des États en Europe ont rationalisé ça depuis longtemps. Les Allemands ont fait en 70, ils ont décidé que les communes de moins de 10 000 devaient, entre guillemets, disparaître. Et la taille minimale, c'était 8 à 10 000, et du jour au lendemain, on a divisé par 2 le nombre de communes. Tout le monde l'a fait ensuite, hein, en Europe. Nous n'avons jamais réussi vraiment à aborder ça. Dans les années 70, on a tenté de faire en force. L'État a dit on va fusionner d'autorités des communes. On a créé une loi en 71 pour ça, on a provoqué des mariages forcés qui ont conduit à une série d'ailleurs de divorces dans de nombreux cas. Et après ça, on a été bloqué pendant quelques années, puis on s'est dit mais non, il faut essayer de faire du rapprochement volontaire, incitatif, avec des aides financières. Et ça a été le développement du système intercommunal, d'abord avec des CIVOM et des CIVU, donc des syndicats, puis ensuite des systèmes plus associatif, plus fédératif, plus intégré, et avec à chaque fois une carotte financière assez considérable. La conséquence, c'est que l'intercommunalité s'est développée effectivement de manière assez massive, mais tout en maintenant le système communal. Et là, on a une vraie difficulté à plusieurs niveaux. On l'a sur le plan démocratique. Nous élisons des maires et des conseils municipaux. Je dis quand même que l'élection, ça n'est pas tout. Il faut aussi qu'il y ait des débats sur les choses électorales, sur les grands enjeux municipaux. Et ça, on a du mal à les faire exister. Transférer ça vers l'intercommunalité, c'est un problème tant qu'on n'a pas
mis en place une authentique démocratie locale, des espaces de débat, des espaces publics, si on peut dire, de débat sur les grands enjeux métropolitains. On a du mal à le faire exister, y compris, encore une fois, dans la presse, mais partout ailleurs également. Donc, il nous faut ça si on veut... Alors, je suis d'accord, les élus sont évidemment très conservateurs, n'ont pas tellement envie d'une réforme sur ce terrain-là. Il va bien falloir y aller parce que c'est l'enjeu majeur, y compris le seul bénéfice financier que l'on puisse faire dans les réformes territoriales se situe à l'échelle communale. Je rappelle que c'est 80% des fonctionnaires territoriaux. Il y a près de 2 millions de fonctionnaires territoriaux en France. 80% sont dans les communes. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème que nous avons derrière, c'est tout de même, on a développé l'intercommunalité qui est devenue une administration puissante avec beaucoup de fonctionnaires. Les communes qui ont perdu beaucoup de compétences ont continué d'augmenter leur nombre de recrutements. Donc on a là, en fait, on n'a pas pensé toute une série de choses. La mutualisation des services est encore très très faible. Le passage des personnes de l'un à l'autre est quasi inexistant. Il y a beaucoup de choses à inventer pour rationaliser cet ensemble-là. C'est compliqué au sens où, sur le plan démocratique, les citoyens ont besoin d'avoir un élu de proximité, j'allais dire, sur qui, passez-moi l'expression, sur qui hurler quand ça va pas. C'est ça, d'abord, dont on a besoin. Et on peut mettre en place un système à l'échelle d'une agglomération ou d'une intercommunalité en gardant ça, en gardant ce lien de proximité. Ça n'est pas parce qu'on fera demain une élection à l'échelle, disons, d'une commune très grande, si on est en zone rurale de 10 ou 12 000 habitants et qui s'étale sur des kilomètres avec plusieurs hameaux, plusieurs anciennes petites communes à l'intérieur, ça n'est pas parce qu'on fera ça qu'il n'y aura pas des élus de chacun des hameaux qui seront les représentants et qui pourront faire le lien entre les citoyens en disant, écoutez, mon trottoir est abîmé, la circulation est trop dangereuse à tel endroit, etc., etc. Il faut quelqu'un qui puisse recevoir les plaintes et il faut aussi quelqu'un qui puisse venir expliquer les décisions qui ont été prises auprès des citoyens. Et donc, il faut conserver ce lien. Simplement, il ne faut pas concevoir l'élection ou la démocratie à l'échelle des agglomérations ou des intercommunalités comme une simple duplication du modèle municipal existant. Il va falloir être inventif. Mais est-ce que cette question territoriale ne traduit pas aussi une forme de transfert de pouvoir aussi? On a parlé des fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une espèce de transfert du pouvoir des élus vers celui des fonctionnaires, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les technocrates? Et on le voit bien dans les métropoles ou dans les structures intercommunales. La place de la technostructure est devenue extrêmement importante. Et parfois, on peut avoir l'impression que finalement, la réforme, elle est faite autant par les technocrates eux-mêmes que par les élus. Votre question elle me paraît très importante et pas facile, hein, disons-le tout de suite. Mais je crois qu'il faut avoir en tête qu'il y a deux types d'administrations. Vous avez des administrations qu'on peut appeler de mission. Normalement, elles ne sont pas très nombreuses. Leur enjeu, c'est de réfléchir à un horizon assez lointain. Donc ce sont souvent des fonctionnaires, disons, d'assez haut calibre, hein, plutôt conceptuels, si vous voulez, dont l'enjeu est de projeter leur territoire à l'horizon de 15 ou 20 ans et de se doter des outils pour ça. Normalement, c'était la vocation première de l'intercommunalité, comme c'est la vocation de la région. Et puis de l'autre côté, vous avez des administrations beaucoup plus lourdes, qui sont des administrations de gestion qui distribuent des aides. Quand vous allez dans un département, c'est énorme en termes de personnel, parce que vous distribuez toute l'aide sociale, et que c'est considérable. Donc, il faut là du personnel qui gère. C'est beaucoup moins conceptuel. Alors, je note qu'il y a une confusion des registres qui s'opère au fur et à mesure du temps. Les structures intercommunales sont devenues à ce point lourdes qu'elles sont à la fois des espèces d'administrations de mission, mais simultanément de plus en plus des administrations de gestion, de guichets qui distribuent de l'aide en doublon d'autres structures. De la même manière, le fait d'avoir transféré les personnels d'entretien des lycées dans les régions a progressivement transformé la région, qui était un organe de développement économique à l'horizon de 15 ou 20 ans, en une espèce de grande administration qui gère beaucoup de personnel. Et là, on a un biais assez dangereux. Je pense qu'il faut essayer de clarifier cette situation. Sur la question que posait Philippe, là, sur l'attachement à la commune, quand même du point de vue citoyen, est-ce qu'il ne reste pas quand même quelque chose dans l'histoire des élus locaux, etc. On se souvient du discours de François Hollande pendant la campagne électorale à Dijon, là, en mars 2012, où il indiquait qu'avec les 5 lettres du mot maire, on pouvait composer le mot aimer. Donc, en fait, il avait déjà quasiment tout dit. On ne toucherait finalement à pas grand-chose. Et la figure centrale du maire dans le paysage politique restait important. Je suis d'accord avec ça. Je dirais même que ce qui fait tenir aujourd'hui la mairie
c'est seulement ce lien-là. C'est ce lien affectif construit dans le temps à l'élu local et notamment au maire. La difficulté, c'est que le paysage derrière a changé, complètement évolué. Je disais tout à l'heure, je vais être très brutal, je suis désolé, mais lorsque vous êtes maire aujourd'hui d'une commune de 2 ou 3 000 habitants, vous êtes une illusion incarnée. Les pouvoirs qui vous sont conférés sont des pouvoirs que vous ne pouvez pas exercer. Parce que vous n'avez pas la technicité et la structure pour le faire. Donc ces pouvoirs sont en réalité exercés par d'autres, alors que vous élisez quelqu'un qui, entre guillemets, est fantomatique. Ça a complètement changé. On va transmettre le message à un certain nombre de maires qui sont des illusions incarnées, c'est une jolie formule. Je crois que c'est une vraie difficulté, parce que je conçois que de l'autre côté, les pouvoirs ont été de plus en plus transférés à des structures intercommunales beaucoup plus lourdes, mais qui ne sont pas identifiées par les citoyens, pour lesquels il n'y a pas ce lien d'amour affectif que vous évoquez. Et toute la difficulté, c'est de composer avec l'un et l'autre quelque chose. C'est-à-dire, ça va être de créer un lien dans le temps, affectif, avec des élus qui seront près de chez vous, mais qui ne seront pas élus dans la commune, ils seront élus à l'échelle plus grande, du dessus. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, quand bien même on trouverait que c'est rationnel sur le papier. Ça met du temps à se faire. Et c'est d'autant plus vrai que les citoyens ne vivent pas sur le territoire de leur commune. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire vécu qui est évidemment totalement déconnecté du territoire communal. Et par ailleurs, les populations dans les communes se renouvellent beaucoup. Et donc l'histoire ou l'attachement à l'histoire de la commune, il est sans doute beaucoup moins fort au niveau de l'habitant qu'il a pu être dans le passé. Je pense que effectivement, c'est pour ça qu'on y va tout droit. Alors, dans les zones urbaines, c'est d'autant plus net que le lien, entre guillemets, local à son élu a déjà quasiment disparu. Dans les zones rurales, effectivement, la mobilité, le fait que les gens dorment dans ces zones mais peuvent travailler ailleurs, etc., font que les mécanismes du lien affectif sont nettement affaiblis. C'est ce qui autorise aussi une certaine évolution sur ce plan-là. Alors, on a changé de gouvernement depuis quelque temps, vous avez sans doute remarqué. La question de la réforme régionale revient au devant de la scène, et on annonce cette fois-ci qu'on va diminuer le nombre de régions, en disant on va accélérer la réforme, et avec ça on va faire les économies un peu dont vous parliez tout à l'heure. Alors cette fois le débat intéresse davantage le citoyen, parce qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux, tout le monde a pris son crayon ou le logiciel qui va bien pour redessiner la région qui lui convient. Ça devient un grand jeu, mais en quoi le fait de faire moins de régions, ça peut faire des économies? Enfin, on revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Sur ce sujet-là, je dirais, stop, arrêtons la récréation, on n'est plus dans la cour de maternelle, il faudrait un tout petit peu qu'on grandisse. Tous les arguments quasiment qui sont lancés dans le débat public aujourd'hui autour de ce thème-là sont extrêmement faibles et peu interrogés. Je voudrais qu'on mette un peu les choses sur la table clairement. Premièrement, est-ce que nos régions sont trop faibles? Est-ce qu'elles devraient être plus grandes? Avec le fameux modèle des Länder allemands que tout le monde a en tête. C'est un peu oublié qu'en Allemagne, il existe des très grands Länder, puissants financièrement et grands géographiquement, type la Rhénanie ou la Bavière. Mais il y a aussi des tout petits Länder. La Sarre, c'est tout petit. Donc, il ne faudrait pas penser. En plus, si on raisonne à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle allemande, alors là, c'est encore plus net. Il y a beaucoup de régions qui sont très petites. Et vous avez d'ores et déjà en France des régions extrêmement puissantes, y compris économiquement. L'Île-de-France, Rhône-Alpes. Et même les Pays de la Loire, au passage, c'est une région plutôt puissante à l'échelle européenne. Donc, déjà, cet argument-là, il faut un petit peu le mettre vraiment à distance. Est-ce qu'il faut plus grand, plus gros? Non. Encore une fois, quelle économie on attend? Écoutez, les chiffrages qui sont faits par le ministère, qui sont quand même, depuis quelques années, c'est la règle. À chaque fois qu'on annonce une réforme, on nous fait des chiffrages, et généralement, ils sont très fantaisistes. Même pour la fusion département-région, on nous annonce 800 millions d'euros à terme de bénéfices. C'est-à-dire rien sur un budget qui dépasse 1200 milliards. C'est-à-dire rien du tout. Les économies ne sont clairement pas sur cette dimension-là. Les économies sont sur la question de la réforme communale. Les économies ne sont pas sur la question de la réforme des régions, et même de la fusion département-région potentielle. D'accord ? C'est pas là-dessus qu'il y aura des économies du tout. Alors après, je vois bien, il y a tout un jeu politique assez important qui s'organise autour de cela. Et évidemment, si vous regardez le petit jeu que vous évoquez, chacun recompose sa petite France. Il y a là aussi des choses qui sont un peu surprenantes. Le réflexe de beaucoup de citoyens et même d'acteurs politiques, c'est finalement d'en revenir à l'histoire. Et de considérer que ce qui était vrai hier, alors les provinces d'Ancien Régime, doivent être entre guillemets l'avenir de la France. Est-ce que ça a un vrai sens ? Est-ce que c'est pertinent ?
Est-ce qu'il faut retourner à la Bretagne historique en rajoutant la Loire-Atlantique ? Est-ce que c'est ça, entre guillemets, le sens de l'histoire ? On comprend bien que d'un point de vue de l'identité, c'est un sens. Mais est-ce que ça fait un projet ? Pas du tout sûr. Je dirais même, si vous regardez le fonctionnement de la région Pays de la Loire depuis qu'elle existe, c'est plutôt l'exemple d'une très belle réussite. Y compris sur le terrain économique. Après tout, c'est la région qui a le plus faible taux de chômage en France aujourd'hui. C'est la 4e région, et même sur certains secteurs, elle est la 2e ou la 1re, etc. Donc, je trouve que vouloir casser en petits morceaux des régions existantes qui ont plutôt fait la preuve de dispositifs qui marchaient, pour les démanteler, c'est plutôt une erreur politique, et c'est jouer un peu avec les sentiments des gens et de manière un peu éhontée. J'ajoute que si vous regardez la carte de la France, c'est la seule région où ce problème-là se pose. Dans les autres, on associe des régions entières, on ne les démantèle pas. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Et en même temps, avant de revenir peut-être sur la question spécifique des régions, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette nouvelle étape annoncée quelque chose qui serait le couple, l'affirmation du couple métropole-région ? Et que de ce point de vue-là, effectivement, la disparition des départements pourrait se justifier avec une partie des compétences départementales reprises par les régions et une autre partie par les échelons de proximité et du coup les intercommunalités. Alors, sur la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire en gros l'avenir du département, je vous rejoins tout à fait et je dirais, nous aurions dû nous interroger depuis fort longtemps sur la question du département pour une raison très simple. Le département, je disais tout à l'heure, il y a des élus qui sont des illusions incarnées. Le département, c'est une collectivité qui est une illusion incarnée, car non pas qu'ils ne fassent rien, ils essayent de faire très bien avec les compétences qu'ils ont, mais leurs compétences sont quand même quelque chose de particulier. On a dit, c'est notamment toute l'aide sociale. Or, l'aide sociale, elle est fixée par des lois, dans un cadre national. Elle est gérée localement par le département, mais vous ne fixez pas dans le département le montant du RSA, le montant de l'allocation adulte handicapé. Tout ça, vous ne le fixez pas, vous ne décidez rien. Vous administrez l'aide d'État dans le département. Et c'est donc un vrai problème, parce que ça n'est pas une vraie collectivité autonome. C'est une collectivité qui littéralement rend un service à l'État en gérant les aides dans un espace. Donc effectivement, ça peut se réorganiser, se penser différemment. C'est tout à fait certain. Sur la première partie de votre question, est-ce qu'on voit apparaître un couplage assez clair, renforcement région-métropole ? Ça n'est pas net aujourd'hui. Ça n'est pas net et ça n'est pas certain. Et je redis qu'il y a une difficulté, à mon avis, qui est l'espace rural, qui n'est pas pensé là-dedans. À la limite, le rapport Balladur était plus intelligent parce qu'il pensait deux formes d'administration en France. Une forme pour les zones urbaines, qui fonctionnait sur le rapprochement région-métropole, et une autre forme pour les zones rurales, qui laissait d'une certaine manière survivre une forme de département avec des pouvoirs importants. C'est une possibilité. Je ne suis pas sûr qu'il faille le même moule sur l'ensemble du territoire. Il est vraisemblable que dans les ensembles urbains, il y a des problèmes spécifiques et des manières de gérer qui sont différentes de celles qui existent dans des territoires ruraux. Et il faudrait qu'en France, on puisse envisager l'idée que, non jacobine bien sûr, l'idée qu'à deux territoires différents, il peut y avoir deux organisations différentes. Oui, mais vous êtes juriste, vous savez que la culture française empêche quasiment complètement cette idée d'avoir des institutions différentes selon les endroits. Vous croyez que c'est OK, que c'est possible ? Écoutez, si vous regardez les mutations de cette question-là depuis 15 à 20 ans, je vous répondrai, il faudrait être prudent. On a fait un statut spécifique pour la Corse, on a fait un statut spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, on a construit des statuts spécifiques pour les ex-dom-tom, etc., etc. Donc quand on veut faire du sur-mesure en France, on est capable de le faire, sauf qu'on ne le proclame pas trop haut et fort. Vouloir faire finalement un type d'organisation en espace rural et un autre en espace urbain, c'est tout à fait possible, et j'allais dire, dans la pratique, c'est déjà le cas, parce que quand vous êtes un conseiller général, c'est pas du tout la même fonction suivant que vous êtes en zone rurale ou que vous êtes en zone urbaine. En zone urbaine, vous n'êtes absolument pas identifié, on ne sait pas à quoi vous servez. En zone rurale, vous avez une vraie fonction, vous êtes tout à fait identifié. D'accord ? Et en plus, vous avez des compétences au conseil général qui correspondent à des choses en zone rurale de manière très importante. Donc, d'une certaine manière, dans les faits, ça existe déjà. Simplement, il faut un peu le reconnaître par les textes. C'est pas impossible. Non, mais par exemple, quand on a voulu fusionner les départements alsaciens, les citoyens ont dit non, finalement.
Bon, même s'il y a eu des conditions particulières au référendum. Il y a toute une série de conditions un petit peu particulières à ce référendum, et puis même de contexte politique aussi, dans lequel ça s'est déroulé, qui peuvent expliquer cet échec. Mais là, on n'est pas, à mon avis, sur ce qu'on est en train de débattre, sur la question de deux organisations différentes suivant l'espace. On est plutôt dans le problème du regroupement de régions ou d'agrandissement des régions, et où on charrie effectivement des éléments identitaires, et si le débat, entre guillemets, n'est pas correctement mené, si l'espace public fonctionne pas très bien, vous avez toujours le risque de dérapage avec des surenchères, et c'est un peu ce qui s'est passé. En plus, l'État n'a pas beaucoup accompagné ce processus pour qu'il aboutisse. Juste peut-être pour terminer sur la question des métropoles, est-ce que ce qui se passe à Lyon pourrait avoir un intérêt pour ici la Loire-Atlantique, autrement dit une métropole qui absorberait, si je puis dire, ou quand tu récupérerait les compétences du département. Est-ce que c'est sur tout le territoire du département ou pas, mais est-ce que cette innovation lyonnaise, puisque là pour le coup on est bien sur quelque chose de nouveau, pourrait avoir un intérêt aussi sur un territoire assez urbain? Bien sûr que c'est possible, et je dirais une des vertus du système, pour l'instant c'est très désordonné, ça va dans tous les sens, mais justement il y a un peu d'inventivité ici et là qui ressort, et donc il y a des choses qui peuvent vivre et se révéler assez intéressantes et être récupérées par d'autres. C'est tout à fait jouable, je crois, ça va même dans un certain sens être logique, c'est-à-dire notamment pour des séries de compétences, pour avoir un bloc complet et gérer l'intégralité d'une politique. Par exemple dans le domaine du logement, des choses comme ça, il peut être utile d'avoir les bouts de compétences, l'aide au logement, etc., qui relèvent d'autres structures, de manière à ce que vous ayez un ensemble cohérent. Mais, je mets en garde contre une chose. On a beaucoup critiqué ces dernières années les financements croisés, donc le fait que sur chaque dossier, il y ait plusieurs collectivités, des dossiers multiples à monter, chacun fait sa petite publicité, etc. Bien sûr, mais il est rare, enfin, il y a un vrai risque lorsqu'il y a une seule autorité qui pilote tout. Donc il ne faudrait pas reconduire ce qu'était le jacobinisme centralisateur de l'État. Il ne faudrait pas le reconduire à l'échelle d'une métropole, en ayant un jacobinisme de la métropole qui serait compétence exclusive et qui, d'une certaine manière, ferait la pluie et le beau temps. C'est tout aussi dangereux pour les citoyens et pour leur liberté, pour les acteurs de la société civile. Donc il faut garder un peu de souplesse dans le système. Et bien sûr, il faut de la clarification et de la simplicité aujourd'hui, c'est vrai, mais jusqu'à une certaine dose. Mais ça veut dire qu'il faut maintenir cette clause de compétence générale, là, dont les spécialistes adorent parler? Alors, rappelons d'abord ce qu'elle est, tout simplement. Quand on ouvre le code des collectivités locales, il est prévu à chaque fois, la commune s'occupe des affaires communales, le département s'occupe des affaires départementales, la région s'occupe des affaires régionales, et à ce titre-là, vous pouvez attirer, entre guillemets, n'importe quelle compétence en disant, c'est de la compétence d'une affaire communale, parce qu'il faut refaire une route, parce qu'il faut refaire ceci, parce qu'il faut refaire cela. Bien. On a beaucoup critiqué en disant c'est ça qui a permis aux collectivités de faire tout et n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça le problème. Les collectivités sont intervenues dans beaucoup de champs parce que les acteurs qui avaient en charge ces compétences ne les exerçaient pas correctement et étaient incapables de les financer. C'est ça le problème majeur. Vous pouvez la garder ou la supprimer, à mon avis ça change rien, et je vais même vous dire, pour en avoir déjà parlé avec des élus notamment régionaux depuis quelques années, puisque ce débat existe depuis quelques années autour de cette clause. Par exemple, l'enseignement supérieur, je l'ai dit, est de la compétence de l'État. Au moins jusqu'à la dernière loi. Les régions vous disaient, même si demain on nous supprime la clause générale de compétence, vous savez, on a en charge le développement économique. Il sera facile de dire à l'État, vous savez, l'enseignement supérieur, c'est du développement économique. Vous voyez bien que, en dessinant un bloc, vous pouvez interpréter de manière extensive ce bloc pour vous autoriser à intervenir n'importe où. Donc, c'est vraiment un effet de discours, un débat typiquement français, très techno, si vous me permettez ça. Dans le réel, ça ne change rien. Tout est affaire d'usage derrière. Et ils ont de toute façon des compétences et un poids financier qui leur permet d'aller là. Car ne l'oubliez pas, la région est le seul organe aujourd'hui en France qui a une capacité d'investissement considérable. La commune ne l'a plus depuis belle lurette. Les structures intercommunales l'ont de moins en moins. Le conseil général ne l'a plus depuis très longtemps. Et l'État peine très fortement à investir. Il paye du fonctionnement. Donc des salaires, des structures. Mais investir, c'est très difficile. Or, la région est aujourd'hui le seul acteur public qui investit massivement. Donc, voilà. C'est ce qui fait que, quel que soit le bloc de compétences délimité, comme il a la capacité d'investissement, c'est lui qui agira.
Mais elle a des capacités d'investissement. Si on prend la région Pays de la Loire, c'est 600 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, elle atteint ses limites également. Elle atteint ses limites notamment parce que le système fiscal, vous l'avez évoqué, n'existe plus. Il y a quasiment plus de... Les seules recettes, on va dire fiscales de la région, c'est les permis de conduire, c'est la taxe sur la carte grise. Enfin, c'est tout ça pour une région qui doit financer en plus le chemin de fer. Enfin, c'est tout ça. Et donc, la vraie question, vous l'avez soulevée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ? Et en même temps, est-ce qu'on est prêt à toucher le système fiscal local ? Est-ce que rapprocher deux régions, prenons Bretagne et Pays de la Loire, du coup d'ailleurs on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas un intérêt aussi à s'interroger sur le Poitou-Charentes, parce que la position de Nantes, de l'estuaire, du port, on voit bien qu'il y a toutes ces questions qui sont derrière. Le port, il n'est pas que orienté nord de la Loire, il travaille aussi, ou il peut travailler sur le sud. Mais est-ce que ce regroupement, c'est pas aussi l'occasion de remettre à plat la question fiscale ? Est-ce que... Bien, alors la question fiscale, c'est l'un des impensés de la décentralisation depuis longtemps. On a donné aux collectivités d'une manière générale, le cas de la région est un peu particulier, mais que très peu de capacité à avoir de l'impôt, très très marginal, et au fur et à mesure du temps, l'État les a soit réformés, soit même supprimés, et compensés officiellement par des dotations. Si bel et si bien qu'aujourd'hui, le principal bailleur de fonds de la décentralisation, c'est l'État, ça lui coûte pratiquement 200 milliards par an. C'est un vrai problème majeur, d'autant plus que l'État, disons-le clairement, est le pire des partenaires qu'on puisse avoir comme financeur, puisqu'il est menteur, il ne tient jamais sa parole, il triche absolument avec les finances à peu près en permanence, etc. Mais il faut faire attention à deux choses. Il y a besoin aujourd'hui de remettre ce sujet-là sur la table et de le remettre à plat. On ne peut pas être une collectivité élue sans avoir un financement indépendant, autonome. Ça, c'est clair. Et donc l'État devra passer par là. Maintenant, attention. On ne peut faire ça qu'à la condition qu'il y ait une articulation des prélèvements entre l'État et les collectivités. Or, ces outils n'existent pas en État. C'est-à-dire, c'est bien beau, si l'État diminue ses impôts d'un côté, mais que les collectivités augmentent considérablement les leurs de l'autre côté, vous avez un effet nul, voire un effet négatif. C'est quand même ce qui s'est passé depuis des années. Depuis des années, c'est ce qui se passe. Les impôts d'État ont considérablement diminué, même sur 20 ans, alors que les impôts des collectivités locales, même faibles, ont considérablement augmenté. Donc, il y a un moment donné, il va bien falloir avoir une gestion de l'ensemble. Et on devrait même y ajouter les prélèvements sociaux qui vont à la Sécu. C'est le prélèvement d'ensemble que les Français paient. Et c'est le prélèvement d'ensemble qui peut poser problème. Si on dit aujourd'hui qu'il y a trop de prélèvements, c'est le prélèvement, c'est pas trop pour la région ou trop pour la commune ou trop pour l'État ou trop pour la sécurité, c'est l'ensemble qui pose problème. Et donc il faut bien réguler et coordonner l'ensemble. Ce qui veut dire poser des crans d'arrêt à l'augmentation des impôts locaux aussi. Ça, les collectivités n'y sont pas prêtes. Elles ont beaucoup d'économies à faire en interne aussi. Elles se sont développées très vite, trop fortement. Elles ont trop fait de frais de fonctionnement, il faut le dire, et donc trop recruté aussi. Ça, c'est très très net. Je pense que tout le monde en a l'expérience humaine et vécu, ceux qui suivent ça d'à peu près, ont vu des communes qui continuaient de grimper alors que l'intercommunalité à côté explosait en nombre, ont vu les personnes des régions augmenter considérablement, les départements également. Donc là, on a une vraie difficulté. Encore une fois, il ne faut pas oublier la Sécu, et encore une fois, il ne faut pas oublier les personnels d'État de l'autre côté. Donc tout le monde a besoin de se réformer. C'est vrai côté Sécu, c'est vrai côté préfecture et services de l'État, c'est vrai du côté des collectivités, c'est vrai des régions, mais il faut réguler l'ensemble. Et ça vaut pour la question fiscale. Il faut réguler l'ensemble, et pas simplement donner un pouvoir fiscal aux uns ou aux autres. Mais c'est une question centrale pour l'avenir de la décentralisation. Je reviens une seconde sur l'histoire du mécano territorial et sur les découpages ou pas. Je voudrais évoquer une proposition qu'avait faite Jean Renard, qui est le géographe nantais, qu'on connaît bien, nous, au Conseil de développement. Et c'est une proposition qui porte déjà depuis très longtemps, et où il dit, je résume assez grossièrement sa pensée, mais que, en gros, Nantes est une région, elle toute seule, et qu'il y a des hiérarchies dans les territoires, et que si on parle des hiérarchies des métropoles, Nantes est avant Rennes, et que s'il y a une région métropolitaine autour de Nantes, le reste autour sont des sous-ensembles. Est-ce que ce type de construction territoriale a un sens, a un avenir pour vous ?
C'est chaud ça, parce que vous voyez bien que si on peut, sur le plan analytique, presque en chercheur, tenir ce genre de propos en considérant qu'effectivement il y a des poids démographiques, économiques et des dynamiques aussi, qui sont derrière, qui plaident tout à fait en ce sens-là, on comprend bien que sur le terrain strictement politique, dire cela, c'est allumer... C'est difficile. c'est allumer évidemment des sujets qui fâchent terriblement. Et puis aussi, je dirais, quelque part, c'est contre-productif parce que c'est aller contre les rapprochements. Aujourd'hui, Rennes et Nantes tentent de faire, les deux métropoles essayent de faire des rapprochements sur un certain nombre de sujets. On est au cœur de ça dans l'université puisqu'on est au premier chef concerné. Or, on voit bien que des deux côtés, il y a des peurs. Et des peurs qui sont typiquement de cet ordre-là. C'est-à-dire, les Rennais ont peur du poids démographique économique de Nantes et de son dynamisme. Et puis, les Nantais ont peur de la légitimité historique à l'université de Rennes. Et donc, si vous commencez à faire des hiérarchies de territoire en disant ça c'est plus gros et ça c'est moins gros, ça a plus d'avenir, etc., vous vous retrouvez à attiser les peurs et donc à créer des blocages. Finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué que de supprimer des départements et de regrouper des régions. Enfin, c'est pas le problème auquel on est confronté dans ces réformes territoriales, c'est pas un problème à proprement parler de complexité. C'est un problème de sens. Pourquoi on fait ça ? L'ingénierie, ça vient après. La clé, c'est pourquoi on fait ça. Quel est le sens de cette action ? Pourquoi on veut de l'action territoriale avec des collectivités ? D'accord ? Donc voilà, ça c'est le premier élément. Après, l'ingénierie, comment on l'organise ? Bien sûr, on aura des débats, bien sûr, il y a un peu de technicité là-dedans, mais c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est, encore une fois, quel niveau d'action publique on veut en France, et est-ce qu'on veut que ce niveau d'action publique soit plutôt central, plutôt local. Après, on organise, y compris les responsabilités politiques, y compris les aspects fiscaux, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment le point clé. Alors, toutes les idées sont bonnes. Je pense qu'il faut aujourd'hui alimenter la machine avec toutes les idées parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, les partis politiques et les principaux partis gouvernementaux sont quand même extrêmement pauvres en idées, c'est-à-dire en vision construite. Des recettes toutes prêtes qu'on nous lance dans l'espace public pour faire un débat, susciter des émissions, dire qu'on va faire une réforme, et puis demain, cette réforme, elle voit à peine le jour, elle n'a pas de suivi, les décrets suivent pas, etc. Finalement, elle n'est pas mise en œuvre. On en a quand même eu toute une série ces dernières années de choses de ce genre-là. Les réformes faites par Nicolas Sarkozy, elles sont à peine faites qu'elles sont déjà mortes. Et une partie des réformes lancées par le gouvernement Ayrault, on a bien le sentiment que ça va être la même chose. Donc arrêtons un peu, posons-nous un peu les vraies questions, débattons un peu sur le fond, plutôt que sur des recettes toutes préparées qui n'ont pas beaucoup de consistance. Donc pour l'instant, on a pris le débat dans le mauvais sens. Oui, alors j'ajouterais à ça, peut-être là, ça nous permet de revenir un petit peu sur la réflexion qu'on mène au Conseil de développement. L'idée que j'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure, territoire vécu est différent du territoire administré, vécu par les habitants est différent du territoire administré, et donc il faudrait aussi être capable de bouger les territoires au sens de leur gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit sur des gouvernances métropolitaines, départementales, régionales, et en même temps, il y a certains problèmes, certaines questions qui nécessitent d'être traitées sur des territoires qui ne collent pas au territoire administré. Et de ce point de vue-là, nous, on milite pour des gouvernances qu'on appelle thématiques et temporaires, qu'on mettrait en place pour régler une question sur plusieurs années, et puis on la ferait disparaître après cette gouvernance. Est-ce que vous pensez que le pays est prêt à ce type d'innovation ? Ce sera la dernière question, puisqu'on arrive à la toute fin de l'émission, donc je vais vous demander une réponse brève. Je répondrai non, nous ne sommes pas du tout prêts culturellement à ça. Par ailleurs, ça peut avoir aussi des risques d'avoir une sorte de gouvernance par projet qui peut devenir tout à fait illisible pour les citoyens. En tout cas, merci Arnaud Leclerc. Finalement, l'heure a passé assez vite avec vous, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a même carrément zappé les pauses musicales. C'est dire si le sujet était passionnant. En tout cas, merci encore et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Ob many. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.